Bonjour, je m'appelle Olivier Trudel-Lamar. Je vais vous présenter aujourd'hui la synthèse des connaissances sur la caractérisation du pergélisol dans la communauté de Kangsi-Swallow-Djuak, qui va nous permettre de planifier un aménagement du territoire résilient face au changement climatique. Donc, en bref, un contexte d'abord sur la situation géographique et sociale du village. Ensuite, je vais vous présenter qu'est-ce qui a amené le travail de recherche effectué par le Centre d'études nordiques. Ensuite, l'analyse plus poussée de la caractérisation des dépôts meubles, la géocryologie et propriétés du pergélisol, et enfin, comment ce pergélisol réagit dans un contexte de réchauffement climatique. Excusez. Ensuite, on va voir les impacts que ça a sur l'environnement bâti et formuler des recommandations. Donc, le village de Kangsi-Swallow-Djuak est situé sur la côte est de la baie d'Angava. C'est le village nordique le plus à l'est du Nunavik. Il est situé au bord d'une anse de la rivière George, en creux de vallée. En début de vallée, il y a le village et au bout de la vallée, il y a l'aéroport, situé à quelques kilomètres. Et c'est dans une zone de pergélisol discontinu étendue, à la limite sud de la zone de pergélisol continu. Donc, un petit survol historique. Cette région-là, c'était un peu de traite de la compagnie de la baie du Son au 19e et 20e siècle. Donc, ça veut dire ça fait longtemps que c'est un endroit où les populations y vivent, y chassent. Les premières constructions permanentes ont lieu en 1959 par le ministère des Affaires canadiennes de l'époque, et c'est aussi l'année où la première coop inuit pour la commercialisation de l'omble chevalier, l'espèce de poisson, a eu lieu. Constitué officiellement en 1980 par la Convention de la baie James et du Nord québécois. Un événement tristement marquant de la communauté, c'est l'avalanche qui a eu lieu le 19 janvier 1999, qui a fait quelques morts et plusieurs blessés, plusieurs dizaines de blessés. Dans le fond, la neige s'était accumulée sur un versant et par grand vent lors d'une tempête a fait quelques morts. Et en fait, ça a vraiment éveillé les consciences aux risques naturels et à la nécessité de planifier l'aménagement du territoire en fonction de ces risques. En 2021, il y a 946 personnes qui vivaient dans la communauté, qui voient une forte croissance de sa population depuis sa fondation. En fait, on voit dans le graphique en haut à droite une croissance constante, continue, que l'Institut de la statistique du Québec prévoit encore continuer dans les 20 prochaines années. Il y a un manque de logement. C'est vraiment un grand contexte qu'on va le voir qui est un peu à la base du travail. Il y a des logements qui ont besoin de réparations majeures et les gens vivent à plusieurs dans un même logement qui aimeraient avoir leur propre logement. Ça se monte dans les statistiques par des tailles moyennes de famille plus faibles que les personnes moyennes par ménage. Donc le travail de recherche comme tel, le contexte, c'est vraiment le glissement de terrain qui a eu lieu à Saint-Louis en 98, qui a freiné le développement d'un nouveau quartier en construction. Ça a mené à tout un réquisitionnement gouvernemental, puis donc mettre sur pied des études approfondies de la géologie de surface et des conditions de pergélisol dès 2002, qui s'est ensuite étendu là, à toutes les communautés nordiques. Donc les objectifs principaux, c'est connaître les zones où le pergélisol est à risque de tassement dans la communauté et outiller les décideurs locaux, comme les acteurs de la construction et tous les acteurs institutionnels, pour planifier l'expansion du village. C'est bien sûr un grand travail de collaboration entre le Centre d'études nordiques de l'Université Laval, tous les ministères du gouvernement du Québec, l'Association régionale de Kativik, les décideurs locaux et les membres de la communauté. Donc, penchons-nous tout de suite sur la caractérisation des dépôts meubles. C'est vraiment le cœur du travail. C'est là-dessus que repose, je dirais, l'essentiel de l'analyse. On peut voir d'abord les dépôts littoraux et pré-littoraux. Sur la carte sont en bleu. Je vais pouvoir les montrer. Donc, en fond de vallée, comme je disais tantôt, là, toute la communauté est développée dans la vallée. L'aéroport en haut, la route pour s'y rendre. C'est vraiment dans le fond de la vallée. On y retrouve des dépôts littoraux et pré-littoraux, donc de sable et gravier très grossiers. Souvent, quand c'est en bleu pâle, c'est une épaisseur inférieure à 2 mètres qui repose sur des sédiments intertidaux qu'on va voir. Mais souvent, ça arrive que c'est des couches épaisses, comme le dépôt en bleu foncé sur lequel repose la majorité du village. Donc, également des dépôts intertidaux, des sables fins et silteux, donc particules fines qui augmentent en plus en profondeur, qui peuvent atteindre 60% de proportion. On a aussi des dépôts deltaïques sur le bord de la baie et au nord-ouest, passer l'aéroport dans la carte. On ne voit pas vraiment sur
la carte actuelle, mais c'est des sables fins à moyens stratifiés. Et on a aussi sur les versants, en brun et vert, je vais vous montrer ici, tout en haut, autour ici, les différentes couleurs, c'est selon l'épaisseur variable, et tous les tiles présentent quand même un faciès de sable, de silt et de blocs avec un peu de gravier. Donc cette cartographie est très pratique des dépôts de surface, et en fait des dépôts meubles, parce qu'elle permet de connaître l'histoire glaciaire et donc la stratigraphie euh, des couches de dépôts meubles. Dans le fond, comme je disais tantôt, les dépôts littoraux et pré-littoraux à la surface, dans la vallée, reposent souvent près de la surface, à 2 mètres, sur des sédiments intertidaux qui, eux, sont à granulométrie fine. Donc, il va y avoir vraiment un comportement différent face au dégel, parce qu'ils vont être beaucoup plus riches en glace. Donc, justement, ça nous amène à comprendre la valeur des dépôts meubles, la caractérisation des dépôts meubles. C'est que les types de dépôts correspondent à une granulométrie particulière, qui, eux, correspondent à une teneur en eau et donc surtout en glace. Et cette teneur en glace amène une sensibilité au tassement. Donc, dans la géocryologie, donc d'abord commençons par la texture du sol. Pour les dépôts à granulométrie fine d'origine marine, euh, c'est ici donc en rose foncé mauve, correspond beaucoup aux dépôts intertidaux qu'on disait tantôt. 49 à 66% de particules fines, 33 à 49% de sable et seulement 1 ou 2% de gravier. Donc, particules fines dit grande quantité de glace de ségrégation, un volume moyen de plus de 30% jusqu'à 100% et plus. On a vu dans un forage dans la couche riche en glace du plafond du pergélisol, 187% en glace. C'est d'ailleurs ce qui représente les échantillons qu'on voit, beaucoup de lentilles de glace, beaucoup de glace excédentaire réticulée. Donc, on voit réellement le potentiel de tassement. Dans les dépôts de sable et gravier épais, comme sur lequel repose le village, c'est 22% de particules fines, 77 particules sable et 1% de gravier. Donc, pauvre en glace excédentaire, teneur en glace moyenne de 23%, mais faiblement en glace excédentaire. Et les dépôts de glaciaires hétérogènes, donc le til sur les collines environnantes, des fois épais, des fois minces avec les affleurements rocheux, contenus en glace généralement 30% ou moins, mais de la glace donc interstitielle, peu de glace excédentaire. On voit concrètement le risque de tassement lié au sol de texture fine. On voit à droite là, de la diapositive, quand il y a une pression exercée sur une partie de sol qui est dégelée en laboratoire de 25 kPa, un tassement de 6 à 44%, alors qu'une pression de 5 kPa qui correspond à un grand édifice, un grand développement, c'est de 10 à 46%, alors qu'un sol à texture grossière, ça va être de 4 à 16%, respectivement. Donc, on voit vraiment avec ces chiffres-là le risque de tassement accru dans les sols à particules fines. Pour ce qui est du régime thermique du pergélisol, encore une fois, il y a une distinction entre granulométrie fine et granulométrie grossière. On le voit avec la grande différence de profondeur de la couche active entre les dépôts fins et les dépôts de sable et gravier. Dépôt de sable et gravier beaucoup plus profond, qui est la ligne bleue dans le graphique, dépôt fin, la ligne verte en haut. Donc si on regarde le profil thermique, le graphique en trompette en bas à gauche, on voit la profondeur du dégel entre 0,6 et 0,8 mètres. Et on voit le point d'amplitude annuelle nulle situé environ à 5 mètres. Alors que si on regarde à droite le profil d'un sol de sable et gravier, dégel plus profond de la couche active 2,5 à 3 mètres et point d'amplitude annuelle nulle beaucoup plus profondément à 20 mètres. Donc, ce qui explique la différence entre les deux, en fait, le profil de dépôt fin, il y a une couche active, une couche organique dans le haut de la couche active qui était visualisée dans les forages qui ont été faits. Couche organique très grande teneur en eau et les sédiments fins en dessous aussi très grande teneur en eau et donc en glace, alors que le profil du sable et gravier, pas de couche organique d'observer à la surface et faible pourcentage d'eau. Donc, pour les dépôts fins, la forte teneur en eau crée une conductivité accrue durant l'hiver parce que la glace a une conductivité 4 fois plus grande que l'eau. Donc, en hiver, l'énergie peut s'évacuer du sol et limiter son dégel, alors qu'un sol grossier qui est faible en glace
n'a pas cette chance-là, donc va garder plus longtemps l'énergie qu'il a accumulée durant l'été. Et d'ailleurs, la conductivité élevée de la fraction minérale va permettre durant l'été de faire pénétrer la chaleur plus profondément, alors que euh, la grande chaleur latente qui est nécessaire pour dégeler euh, la glace, la riche teneur en glace du sol des dépôts fins va limiter cet approfondissement de la chaleur. Dans un contexte de changement climatique, il y a deux modélisations qui ont été effectuées pour voir le comportement du pergélisol. D'abord, il y a 5 années chaudes consécutives qui ont été modélisées et aussi un réchauffement à long terme jusqu'en 2100. Donc, d'abord, pour les 5 années chaudes consécutives, dans les sédiments fins, on n'observe pas d'effet significatif. On voit dans le graphique là, en bleu en bas à gauche, la profondeur de la couche active n'augmente pas de manière significative. Ça diminue de 0,1 mètre dans les 5 ans. Et ça s'explique par la forte teneur en glace excédentaire, donc l'énergie très grande qui est prise pour la chaleur latente transformer la glace en eau. Alors que dans les sédiments grossiers, on voit un effet important et continu de ces années chaudes. La couche active progresse de 1,6 m dans le sol. Encore une fois, ça s'explique par la teneur en eau. Il y a peu de glace euh, pour absorber toute cette énergie et la conductivité élevée de la fraction fine fait que la chaleur pénètre dans le sol. Quand on regarde ici le réchauffement à long terme, il y a beaucoup de graphiques, mais concentrons-nous surtout sur les modélisations moyennes. Dans le fond, il y a des modélisations dans un RCP de 4.5 et de 8.5 qui ont été réalisées. Ça, c'est 4.5 la ligne en haut, 8.5 la ligne en bas. 4.5, ça représente une augmentation de 2,4 degrés Celsius de la température d'ici 2100. Et 8.5, c'est 4,9 degrés Celsius d'ici 2100. Puis on sait qu'en Arctique, la réponse est encore plus exacerbée, plus on monte en latitude. Donc, dans les sols à granulométrie fine, le front de gel progresse lentement et de manière modérée. Il n'y a pas un accroissement significatif du front des gels, alors que la teneur en eau, encore une fois, protège le sol de la chaleur et la conductivité thermique plus faible en été encore agit un peu comme une éponge. Alors que pour les dépôts à granulométrie grossière, le front de gel euh, pénètre plus en profondeur et plus rapidement, encore une fois lié à moins d'eau, moins de glace et la conductivité élevée de la fraction minérale. Donc concrètement, les impacts engendrés sur l'environnement et l'environnement bâti, c'est un affaissement du sol. Dans les dépôts à granulométrie grossière, comme on vient de voir, il y a une profondeur de dégel qui augmentera fortement, selon toute probabilité. Par exemple, ces dépôts-là, ils ont une faible teneur en glace. Donc, le tassement, même s'il va avoir lieu, peut-être, il va être léger. Ou il y a des endroits très faible teneur en glace, il va être absent. Donc, les impacts vont être modérés malgré le dégel profond. Alors que les dépôts à granulométrie fine, la profondeur des dégels va augmenter graduellement. On a vu que la grande quantité de glace agissait un peu comme un tampon. Mais aussi la haute teneur en glace engendre du risque parce que une pénétration du front de dégel limitée va quand même créer un risque de tassement jusqu'à 46%, on l'avait vu. Donc, un grand impact. Les sols peuvent devenir instables, inégaux, risque de fondation de craquer ou des infrastructures d'être impactées. Un petit mot d'ailleurs sur la modélisation qui est effectuée. La modélisation sert surtout à évaluer des tendances globales. Il y a des grandes incertitudes au niveau spatio-temporel dans les données. Donc, pour se fier vraiment concrètement à où construire et quand construire, il faut vraiment avoir le principe de précaution en tête et construire dans des zones où le potentiel de construction est bon pour construire des nouveaux développements qui ont une viabilité à long terme. Donc, on y vient concrètement. Les recommandations sont d'éviter de construire en radier épais dans les zones à risque d'affaissement comme il y a lieu actuellement. Les zones, je peux vous montrer ici sur la carte, ici les nouveaux développements et au centre du village sont sur des zones à risque, des dépôts fins. Donc, on pourrait les relocaliser dans des endroits encore vacants
au centre du village. Il y a une densité assez faible. On pourrait densifier un petit peu pour les relocaliser. Donc, pour ce faire, on pourrait les relocaliser, par exemple, ici, au bout du nouveau développement, à côté du quartier existant. Ici aussi, il me semble que ça c'est le CLSC, peut-être juste derrière. Donc, il y a quelques zones encore propices qui permettent de relocaliser les quelques habitations qui nécessitent des rénovations majeures ou pour une résilience à long terme, les relocaliser. Euh, donc, outre l'espace vacant, il faudrait développer un nouveau secteur. Dans l'ouest du village, sud-ouest, on voit ici une bonne zone libre, mais à cause de l'avalanche qu'il y a eu en 99, c'est une zone où la construction est interdite. Donc, une autre grande zone, ça serait au nord-ouest, et ici au-delà de l'aéroport et à l'ouest de l'aéroport. C'est des grandes zones où la topographie et les dépôts de surface permettent des logements à faible risque de tassement du pergélisol. Par contre, c'est là aussi qu'il y a les sablières gravillères, c'est là aussi qu'il y a les bassins de décantation de la ville, c'est à proximité de l'aéroport. Donc, c'est pas vraiment pratique de construire là un nouveau développement. Aussi que c'est à des kilomètres du centre du village, donc des services. De fracturer le village ainsi, c'est pas très viable. Donc, moi, ce que je suggérais, c'est de construire dans un secteur au nord-est. Donc ici, c'est une colline où il y a des affleurements rocheux du style peu épais. Quand c'est un peu plus jaune-vert, là, le til devient un peu plus épais, mais c'est encore possible, puis la topographie le permet. Il faudrait juste donc construire en s'adaptant. Ça serait une zone qui a l'air petite, mais si on regarde avec le village, c'est quand même ça peut être à peu près la moitié du village. Donc si on a une planification qui privilégie une densification plutôt que des maisons unifamiliales comme il y a eu par le passé, on pourrait quand même prévoir de loger les gens dans une perspective de croissance de la population pour les quelques prochaines décennies. Il faudrait quand même s'adapter dans les types d'habitation, dans les types de fondations utilisées. Donc, il faudrait des fondations en pieux portants ancrées dans le roc. On voit un exemple dans l'image. Et aussi d'effectuer des blés remblais. On sait que dans les communautés, les gravières, sablières les ressources sont presque à Kingsley Solid Rock qui existent encore, mais ils sont très limités. Donc, effectuer des blés remblais permet de limiter l'usage de gravières et d'égaliser le terrain pour aussi éliminer, si le til est peu épais mais riche en glace, on peut éliminer le til et se rendre directement sur la roche et utiliser ce gravier-là pour égaliser le terrain. Donc, toujours se fier au guide des bonnes pratiques de la Société de l'habitation du Québec pour implanter ces nouvelles fondations en terrain un peu vallonneux. Ça serait ce que je recommanderais pour le secteur du nord-est au village. Puis il y a déjà une route là, qui se rend vers le lac pour la prise d'eau, donc ça serait de dévier cette route-là vers la droite, une nouvelle route pour ce nouveau développement. Aussi, en fin de présentation, j'inviterais tous les acteurs, qu'ils soient locaux, institutionnels, gouvernementaux, à regarder et s'inspirer des travaux de l'équipe de recherche de Habiter le Nord québécois, de l'École d'architecture de l'Université Laval. Euh, ils font des travaux de recherche sur le terrain à Kangiqtolujjuaq avec la communauté, qui mettent vraiment l'emphase sur concevoir des milieux de vie adaptés aux conditions du terrain, mais surtout pour des développements culturellement appropriés à l'identité et aux pratiques culturelles des Inuits du Nunavut. Merci. Donc j'ai ici des sources si vous voulez poser des vidéos, elles sont toutes là. Merci.